vraiment adresser des remerciements très chaleureux à l'association Christian Le Provost Océanographe, et en particulier à la famille de Christian Le Provost, Denise Le Provost et Bertrand Le Provost, parce que ce sont eux qui me permettent de venir ici. Et effectivement, j'ai eu la chance de travailler au début avec Christian Le Provost et de faire ma thèse avec lui. C'était vraiment quelqu'un de formidable, et c'est quelqu'un au niveau science, au niveau océanographique, qui a fait faire vraiment un bond en avant énorme dans l'océanographie. Alors, on appelle l'océanographie opérationnelle, donc c'est-à-dire pouvoir modéliser les courants, l'atmosphère, etc. Et aussi, donc maintenant, vous avez des projets comme Mercator qu'il a mené. Si vous allez sur le net, vous avez des mesures extrêmement précises et des prévisions de ce qui se passe au niveau des courants dans l'océan mondial. Et Christian Le Provost, il avait fait aussi un travail énorme sur les marées, donc les marées littorales, les marées océaniques. C'était vraiment le grand spécialiste des marées. Et ensuite, il a fait faire aussi un bond en avant sur tout ce qui était assimilation de données de satellites. Donc, s'il y a tous les satellites à l'heure actuelle qui mesurent ce qui se passe sur la surface de la mer, il y a une grande partie des satellites qui ont été lancés dans le cadre de programmes français, en coopération avec la NASA ou avec l'ESA, mais c'est en partie grâce à Christian. Et justement, il a réussi à monter tous ces projets de recherche de cette assimilation, de cette quantité de données très importante. Et maintenant, toutes les données des satellites sont assimilées dans des modèles pour pouvoir avoir des modèles plus performants. Et donc, il a vraiment fait un bond en avant là-dedans. Et c'était quelqu'un, pour moi, c'était un modèle parce qu'il m'a vraiment donné donc, envie de travailler. Et en plus, il était vraiment ouvert aux discussions et il vous faisait confiance. Et enfin, moi, c'est vraiment un type de modèle que ensuite j'ai essayé d'appliquer lorsque j'avais des étudiants encadrés, d'avoir un peu le même état d'esprit. Et c'était vraiment agréable, quoi. Donc, le plan de mon exposé va être le suivant. Je vais faire un petit topo sur mon parcours, mon laboratoire. Et ensuite, je vais vous parler un petit peu de quelques processus physiques et mécaniques d'interaction qui se passent dans l'atmosphère et dans l'océan. Alors comme c'est en fait une communication pour les classes prépa, je vais essayer de donner quelques exemples d'équations, de raisonnement un peu physique, de raisonnement mathématique pour vous montrer que ce que vous apprenez, ça peut éventuellement servir. En tout cas, moi, dans mon métier, je me sers tous les jours de ce que j'ai appris, en tout cas en sup et en spé. Et donc, je vais partir un peu de l'atmosphère en haut, je vais regarder ce qui se passe dans l'atmosphère, et on va descendre petit à petit vers le bas, vers l'interface, montrer comment l'atmosphère va former les vagues, le courant, et une fois que les vagues et le courant sont formés, comment cela rétroagit sur l'atmosphère, et ensuite on va voir ce qui se passe aussi dans le courant. Ensuite, je vais vous montrer un petit peu aussi, au niveau océanographie, il y a des personnes très très compétentes qui travaillent sur l'océanographie en général, donc à grande échelle, avec les satellites, avec des bateaux, etc. Donc ils font tourner des modèles. Mais il y a encore certains principes physiques qu'on ne comprend pas complètement. Et en laboratoire, on arrive à simuler quelques phénomènes, quelques principes. Alors il y a des théories qui sont émises sur le papier. Et ces théories, en fait, souvent, on ne peut pas les vérifier directement en mer parce qu'on ne peut pas mesurer les paramètres qui sont mis dans les théories. Alors qu'en laboratoire, on peut simuler certains phénomènes et ensuite on peut aller mesurer et vérifier que les théories marchent bien. Donc des fois, c'est un peu de la physique ou de la recherche fondamentale, mais ça permet, le laboratoire, les expériences qu'on fait des fois en laboratoire, ça permet de montrer que des théories qui sont ensuite appliquées au niveau de l'océan mondial marchent, quoi. Donc, voilà. Donc je vais essayer de montrer quelques exemples. Donc pour mon parcours, j'ai fait aussi les classes préparatoires comme vous, mais c'était à Nantes au lycée Clémenceau. Ensuite, j'ai intégré l'école l'ENSIMAG, là, qui est à Grenoble. J'avais fait l'option mathématiques appliquées. Et en même temps que ma troisième année d'école, j'ai fait un master d'analyse numérique. Et mon premier stage, je l'avais fait avec Christian Le Provost en haut. Et le sujet à l'époque, c'était la modélisation des marées. Christian Le Provost avait fait un modèle très très précis des marées dans la Manche. Il avait fait aussi un modèle moins précis sur l'océan global, mais il voulait tendre son modèle sur la Manche, sur la mer Celtique, qui est le plateau continental qui est à l'ouest de la Manche. Et la difficulté dans cette partie-là, c'est qu'on n'a que des frontières ouvertes à l'ouest. Et quand vous avez des équations de propagation avec un modèle et des frontières ouvertes, ça pose plus de problèmes parce que tous les pas de temps, il faut donner des solutions en entrée du modèle. Et déjà, le problème, c'était aussi l'imbrication de modèles. Vous avez un modèle grande échelle qui vous résout ce qui se passe au niveau de l'océan global. Vous avez un modèle plus petite échelle, meilleure résolution, qui vous dit ce qui se passe au niveau régional. Et donc, il faut combiner les deux et faire l'interaction. Et ce problème de combination de modèles entre des modèles moins précis globaux et des modèles plus précis régionaux, c'est toujours un sujet d'actualité. Voilà.
Ensuite, j'ai fait ma thèse avec Christian sur une modélisation numérique des circulations océaniques. Et je me suis attaché à regarder quel était le rôle de la dorsale médio-atlantique, celle qui est au milieu de l'Atlantique. Au milieu de l'Atlantique, vous avez une chaîne de montagnes sous-marines qui ressort à certains endroits, comme par exemple aux Açores. Et avec Christian, c'était tout le début de la modélisation océanique. Donc en fait, avec Christian, on a vraiment construit de A à Z un modèle de circulation dans l'océan Atlantique. Et à l'époque, les ordinateurs, ils allaient, je crois que c'est quelque chose comme 10 000 fois moins vite que maintenant. On avait réussi quand même à faire un modèle qui tournait relativement vite, et donc il prenait en compte la topographie. Donc du coup, on avait pu faire plein d'essais de circulation, donc avec le Gulf Stream, les tourbillons cycloniques, anticycloniques et tout ça, avec topographie, sans topographie, avec du vent, pas de vent, avec des petits bassins, des grands bassins, et avec un simple modèle qui tournait assez vite, on avait pu voir mettre en œuvre pas mal de choses, les propagations d'ondes planétaires, les ondes de Rossby, les ondes de Rossby topographiques, des réflexions. Et bon, ça avait été intéressant, quoi. Ensuite, j'ai continué sur... quand on voulait faire de la recherche, à l'époque, il y avait le service militaire, donc on s'est arrangé pour faire un service militaire scientifique. Il y avait scientifique du contingent. Donc le service militaire, on le faisait dans un labo de recherche, donc ça permettait de continuer des recherches. Ensuite, bon, j'ai fait une année de césure, là, comme maintenant beaucoup d'étudiants font. Là, pendant un an, ils font un break. Donc pendant un an, j'ai navigué en bateau. Là. Et après, en fait, j'ai continué en faisant des post-docs successifs. C'est un peu comme ça qu'on fait maintenant pour essayer de rentrer soit maître de compte, soit au CNRS, et principalement pour le CNES. Et pour le CNES, je faisais des modélisations de mécanique des fluides en apesanteur. La mécanique des fluides, généralement, c'est les équations de Navier-Stokes, on en partira tout à l'heure. Dans l'équation de Navier-Stokes, il y a la gravité qui intervient. Dans le modèle, au lieu de prendre la gravité à 9,81, vous la mettez à 0,1, puis vous faites tourner le modèle et vous regardez ce que ça donne. Et ça, c'était pour préparer des expériences qui ont eu lieu plus tard dans la navette spatiale, etc. Donc on fait des simulations numériques en faible gravité. Ensuite, je vais essayer de rentrer au CNRS. Mais bon, j'ai essayé plusieurs fois, plusieurs sections, je n'ai pas été pris. Donc j'ai travaillé dans le privé. Et comme j'avais fait mathématiques appliquées, au passage, c'est quand même une très bonne option mathématiques appliquées parce que ça vous permet de faire vraiment tous les domaines de la physique. Et ça vous permet de rentrer très facilement et très rapidement dans des domaines de la physique différents. Enfin, vous apprenez un peu cet état d'esprit où vous pouvez passer d'un sujet à l'autre finalement relativement rapidement, puis vous pouvez traiter beaucoup de choses différentes. Donc dans cette société, je faisais au début essentiellement du suivi de comportement de plateformes pétrolières en mer du Nord et au large de la Norvège, sous l'action des tempêtes, des courants, etc. Le gouvernement norvégien, il obligeait Elf Aquitaine, Total, etc. à instrumenter ces plateformes pour savoir s'il y avait des fissures, si elles s'enfonçaient pas. Donc on équipait les plateformes pétrolières de capteurs, etc. Et ensuite il fallait analyser, savoir s'il y avait de la fatigue, des fissures, etc. etc. Ensuite, j'ai beaucoup fait de la micro-météo aussi pour les pétroliers, là, avant qu'ils installent des centrales pétrolières. Il fallait savoir exactement quel était le type de vague, type de vent, etc. Donc on faisait des études très ciblées là-dessus. Et puis ensuite, dans cette société, j'ai continué avec beaucoup de contrats militaires avec la Marine nationale, essentiellement sur l'acoustique sous-marine, sur des problèmes liés aux sous-marins, différents problèmes. Et puis ensuite, des traitements en temps réel de l'information. Donc à l'époque, ça ne se faisait pas trop, mais c'était le début. C'est-à-dire que si vous avez des capteurs qui vous captent des choses qui vont très vite, il faut pouvoir réagir très rapidement. Donc ça, typiquement, c'est des missiles qui viennent vers vous, des torpilles, etc. Donc il faut capter l'information et puis redonner. Donc c'est ce qu'on appelait avant du traitement en temps réel. Donc c'est vraiment c'était à l'époque une informatique un peu particulière. Et donc après, j'avais gardé des contacts toujours avec les laboratoires de recherche dans lesquels j'étais, et je me suis représenté au CNRS. Et puis bon, voilà, je sais pas, j'ai eu la chance d'être pris au CNRS, donc je suis entré au CNRS un peu en limite d'âge. Et donc j'ai commencé à l'Institut mécanique statistique de la turbulence, et ensuite dans mon laboratoire, qui est l'Institut de recherche sur les phénomènes hors équilibre. Donc c'est un titre qui est un petit peu pompeux, mais en gros ça veut dire que on fait surtout de la physique et de la mécanique dans des domaines assez différents, des domaines interdisciplinaires et différents trucs. Je vais vous donner des illustrations. Donc c'est un labo assez standard, là il y a 55 permanents, 30 doctorants, donc on travaille sur beaucoup de choses différentes.
Simplement quelques exemples. Il y a tout un axe de biomécanique et biophysique. La biomécanique, la biophysique, c'est une mécanique des fluides un peu particulière parce que c'est une mécanique des fluides dans des tissus mous et des parois déformables. Donc les équations sont un petit peu plus compliquées parce que quand vous avez du sang qui circule dans une artère ou c'est un écoulement pulsé, l'artère elle va battre, donc il faut simuler tout ça. Au laboratoire, on a aussi un espèce de cœur artificiel qui est en matériaux transparents où on peut faire des mesures, etc., où on peut simuler différentes maladies cardiaques. Et puis, on fait des modélisations de tout ça. Et puis, pareil, la mécanique du corps humain, la dynamique des vésicules, c'est des problèmes de propulsion dans la mécanique des fluides, etc. Il y a tout un axe processus industriel, donc c'est la grande partie du labo. Alors là, c'est dans tas de domaines différents. L'aérodynamisme, les jets hyperbares, là, c'est pour les moteurs. Par exemple, quand vous avez des explosions dans des moteurs à hydrogène, vous pouvez avoir des jets très forts avec énormément de pression. Donc ça, il faut savoir ce qui passe, simuler tout ça. Et ensuite, des problèmes plus fondamentaux, mais qui servent aussi pour l'industrie, l'atomisation de liquides, la fragmentation de solides, et tout ce qui est interaction fluide et matériaux déformables. Je vais vous montrer quelques petits exemples. Ensuite, l'axe dans lequel je suis moi, c'est l'axe environnement, milieu naturel, univers. Donc là, il y a des gens qui travaillent sur des échelles différentes. Il y a toute une partie du labo qui travaille sur, par exemple, la dynamique des anneaux protoplanétaires. Donc ça, c'est plus l'astrophysique. C'est quand, par exemple, pour la formation de la Terre, au départ, c'était une espèce d'anneau avec des poussières qui sont devenues de plus en plus gros, des grains, etc., et qu'on finit par former une planète. Donc, ça simulait tout ça. Des gens travaillent sur la dynamique d'atmosphère planétaire, pas sur celle de la Terre, mais sur celle comme Jupiter, etc. La dynamique du noyau terrestre, pas mal de choses. Moi, je suis plus dans les interactions air-mer, c'est à la fin. Et je travaille aussi dans tout ce qui est interaction entre les vagues et les structures offshore flottantes, transport sédimentaire, etc. Donc juste quelques petits exemples. En haut, c'est une simulation de formation d'une planète à partir d'un disque protoplanétaire. Donc ça prend un certain nombre de temps, mais la simulation permet d'arriver à la planète là, qui est ici, là, qui est formée là, à partir d'un disque comme ça. Au laboratoire, on a un instrument qui est très intéressant, c'est une espèce de plaque tournante. Qui n'est pas très très grande, qui fait peut-être 2 ou 3 mètres de diamètre, donc elle tourne comme ça. Sur cette table tournante, on met une sphère ou un cylindre qui tourne lui aussi, mais avec un autre axe, donc elle va tourner comme ça. Le cylindre ou la sphère, elle est en matériau qui est transparent et un peu souple, donc elle va tourner avec un moment différent, donc ça, on va simuler les moments de précession, libration, etc. Et par-dessus tout ça, il y a deux cylindres qui vont tourner autour de cette structure, encore avec un axe différent, qui vont simuler les marées. Et ce qui fait que sur une manip de table comme ça, on arrive à recréer, par exemple, les bandes de Jupiter. Là, donc là, c'est la manip ici, qui est là. Donc on recrée les bandes de Jupiter. On arrive à recréer la tache rouge de Jupiter. Vous savez, la tache qui est là, qui est une tache pseudo-stationnaire ici. Donc c'est une manip en laboratoire qui permet d'étudier pas mal de choses, de ce qui passe sur des grosses planètes comme ça. Et on peut faire la même chose pour la dynamique du noyau terrestre. Là, le cœur artificiel, il est là. Donc moi, je travaille aussi pas mal sur les comportements hydro- et aérodynamiques des éoliennes flottantes. Vous savez que là, vous allez avoir des éoliennes au large, mais actuellement, c'est que des éoliennes posées. Dans le monde, les éoliennes flottantes, il n'y en a encore aucune en exploitation, donc c'est tout en recherche. Il y a des prototypes qui sont assez grands, mais pas tellement grands. Ils font à peu près 3 MW. Mais nous, en fait, on travaille sur des projets d'éoliennes absolument énormes. C'est des trucs de 10 MW. Pour vous donner, c'est des maquettes. Ici, on travaille sur des maquettes. Mais là, normalement, la distance d'ici à ici, c'est 90 mètres. 90 mètres, c'est plus grand que l'envergure totale d'un Airbus A380. Enfin, je ne sais pas si vous voyez, c'est absolument énorme, c'est gigantesque. Et donc, le problème de mécanique des fluides d'un corps flottant comme ça, avec une masse ici, la masse ici, c'est à peu près 350-380 tonnes, ça va être à 100 ou 120 mètres de haut. La vitesse des pales en bout de pale ici, c'est de l'ordre de Mach 0,3, enfin c'est énorme. Et déjà, pour les éoliennes posées que vous allez avoir en face, le cahier des charges, il est assez draconien en disant que le mât, il faut qu'il soit au pouillème de degrés comme ça. Et tout ça, ça va être mis normalement sur des trucs qui vont flotter. Donc là, on travaille un peu sur les problèmes physiques qu'il peut y avoir sur ces machines-là. Là, des exemples aussi, pour vous qui faites un peu de la physique, mécanique, des maths, etc., sur des problèmes qui sont assez complexes et qui sont traités au laboratoire. Alors en voyant comme ça, on se dit, bon, peut-être que ça ne sert à rien.
Enfin, n'empêche que ça sert à traiter des problèmes qui sont compliqués, et ensuite on peut éventuellement traiter des problèmes compliqués qui peuvent servir à quelque chose. Mais des exemples très rapidement, c'est si vous prenez une bille, hein, vous tendez un drap ou un tissu mou, vous avez une bille, vous faites tomber la bille dedans. Donc la bille, elle va tomber, elle va déformer le tissu. Et ça, simplement, au niveau modélisation, équation, etc., c'est un truc qui n'est pas facile à résoudre. Là, on ne voit pas très bien, mais c'est un élastique. Vous prenez un élastique, vous le tirez, vous le lâchez. L'élastique, il va revenir, il va avoir des ondes et tout ça. Donc la modélisation aussi de tout ça, c'est un problème compliqué. La chute d'un ruban ou d'une feuille, vous prenez un ruban, vous le lâchez, le ruban, il va tomber en faisant des volutes et en tournant. Donc pareil, la mise en équation, bien recréer ce qui se fait, etc. C'est des problèmes qui sont assez compliqués. La déchirure, des problèmes tout bêtes comme la déchirure d'un papier ou la déchirure d'un tissu, vous faites une entaille sur un tissu, vous déchirez, et le tissu il va déchirer suivant des lignes avec des plis. Donc au labo, il y a des gens qui font des théories sur le nombre de plis, l'angle de la déchirure, etc. Ensuite, des problèmes qui ont des applications pratiques, mais peut-être pas évidentes comme ça, mais c'est l'éclatement d'un ballon. Vous avez un ballon qui est gonflé, vous le piquez avec une aiguille, le ballon il éclate, donc il faut étudier comment il éclate et les déchirures, etc. Ici, c'est l'éclatement d'une bulle de savon. Vous prenez les bulles de savon que vous mettez là avec une paille. C'est un truc et ça éclate. Si vous prenez avec une caméra rapide, ça vous donne ça. Mais en fait, on peut modéliser des choses comme ça. Et puis là, à droite, c'est plus des impacts sur des structures cassantes. Donc regardez comment ça, c'est une simulation. Comment est-ce que la tôle se fissure.